Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui va s'intéresser à l'est du pays. Particulièrement, nous allons parler d'abord de santé avec le docteur Ninda Boubguira qui viendra nous parler de ce numéro vert spécialement pour les urgences, c'est-à-dire qu'il y a un numéro quand on a besoin d'être hospitalisé en urgence, vous appelez ce numéro et on vous oriente rapidement vers l'établissement hospitalier public le plus proche de votre domicile et comme ça facilite la prise en charge du malade. On en parlera. Ensuite, on parlera de Technopole qui est le pôle universitaire qui a ouvert ses portes pour les startups. Voilà, les jeunes innovateurs, détenteurs de projets d'innovation et de création. Le Technopole ouvre ses portes, leur offre des locaux pendant 2 ans gratuitement, le temps bien sûr de se constituer, de grandir un peu et d'avoir ses repères. C'est une faveur pour encourager les startups, mais aussi l'économie, le développement de l'économie nationale. On parlera aussi de patrimoine avec Nasri Yamina Marwani, qui viendra nous parler du séminaire qui a mis en valeur la vieille ville de Constantine, qui est sujet à débat, et elle nous dira ce qu'ils ont fait autour de ce sujet durant le séminaire qui s'est tenu le week-end passé. Voilà, c'est le programme de ce Bonjour d'Algérie qui va commencer, comme il a pris toujours l'habitude, de voler sur les airs de Constantine avec la voix du maestro Mohamed Tahar Fergani Rabbi yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا على رضاك طايع اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, donc petite balade. On a pris l'habitude de voler sur les airs de Constantine, très belle prise de vue. Et puis surtout, bien avec du melou, c'est pour bien commencer la journée. Et voilà, alors sans transition, nous allons directement parler de santé. Donc on l'a annoncé dans le sommaire. Un numéro vert a été mis à la disposition des citoyens de la wilaya de Constantine pour une prise en charge rapide des urgences. Alors, docteur Boubguira Marhaba bik, merci d'être là d'abord. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et puis alors, c'est quoi exactement? Alors moi je sais que le 30-30 c'était l'ancien numéro mis pour la Covid et puis après vous avez récupéré. Voilà, je pense que c'est ça, mais donnez-nous plus de détails, docteur.
Merci, bonjour Monsieur Belkaidia, merci pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs. Donc effectivement, le numéro vert, c'est le numéro qu'on a récupéré, enfin qu'on a gardé depuis la pandémie Covid. Et là, on l'a utilisé pour une très bonne cause et c'est une cause très importante pour les citoyens. Donc on l'a utilisé pour le réseau de prise en charge des urgences médico-chirurgicales. Ce réseau-là, donc, il permet aux citoyens de se diriger directement vers la structure de base. Donc, et depuis cette structure, il sera orienté, soit pris en charge directement et traité et il rentre chez lui, soit il est dirigé par la structure de base vers l'établissement qui est destiné à sa prise en charge. Donc, ce réseau de prise en charge des urgences médico-chirurgicales, il est composé des structures de soins de base de garde, ce sont les polycliniques, au niveau de chaque commune. Donc, au niveau de chaque commune, on a des structures de garde, c'est des polycliniques. Oh, c'est un service d'urgence dans les polycliniques. Voilà, exactement. Puis des établissements publics hospitaliers. Et en troisième position, le troisième palier, c'est le CHU et les établissements hospitaliers spécialisés, qui sont les EHS, des maladies urologiques et néphrologiques, OHS de psychiatrie, OHS mère-enfant Sidi Mbarok et l'OHS de chirurgie cardiovasculaire. Ce réseau, donc c'est toujours dans la continuité de la numérisation. Donc, comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, donc il nous a incité à numériser tous les secteurs et suite aux instructions de Monsieur le Ministre de la Santé. Donc, il va dans le même sillage. Donc, c'est la numérisation du secteur de la santé. Donc, c'est la continuité du dossier électronique du malade. Le DEM, ce qu'on appelle le DEM. Ce réseau-là, donc, il est géré par une plateforme, donc il est géré par un centre régulateur, le 3030, c'est le numéro vert. Ce centre régulateur, il est composé de médecins, c'est des médecins qui le gèrent, c'est des médecins assez compétents et chevronnés, donc ce sont eux qui ont géré la pandémie Covid au niveau de la wilaya de Constantine. Et ces médecins-là, donc, ils gèrent le parcours de chaque malade qui vient aux urgences, qui se présente aux urgences. Voilà, donc ça, c'est le programme mis en place. Voilà. Mais l'essentiel, l'objectif, c'est de prendre rapidement en charge le malade. Exactement, exactement. Et l'orientation. Alors, ce qui est bien, c'est que, bon, ça a été mis. C'est une première en Algérie ou c'est une première en Algérie. Ça va dans la continuité, comme je vous ai dit, de la numérisation. C'est toujours dans les instructions de Monsieur le Ministre, la numérisation de la santé, la continuité du dossier électronique du malade, mais là, le réseau de prise en charge des urgences, il est unique, enfin, c'est une première à Constantine. À Constantine, où il y a beaucoup de premières en termes, enfin, dans le domaine médical. Il y a beaucoup, c'est la première fois, moi j'entends, c'est la première fois qu'on fait ça. Ce qui est bien, c'est à votre honneur, ça veut dire que dans la wilaya, vous activez, vous n'êtes pas en reste, vous restez quand même assez avant-gardiste en termes de... Bon, alors là, ce que vous avez dit, c'est en théorie, nous avons un reportage, on va essayer de voir en image ce que ça donne. Voilà ce qui se passe, reportage Amina Batoche. طيبة معك تفضل. نعم وش عندك مسيو؟ كيفاه الاسم والنقمة تاعك؟ تاريخ الميلاد تاعك؟ مسيو وين تسكن؟ تروح تهنينا من المشاكل تاع بوجري وقعد واستنى ومنا هذا التليفون بالتليفون تقضي كلش في 2 دقائق. الانسان كيعود يلقى يقوم به يرتاح قبل ما يشرب دواه. هذه منصة رقمية يعني الأولى من نوعها اللي راح تضبط التنقلات
المرضى ما بين مؤسسة ومؤسسة مع احترام المستويات. العيادة المتعددة الخدمات كمستوى أول، المؤسسات الاستشفائية العمومية كمستوى ثاني، والمؤسسات الخاصة يعني المتخصصة. باغ رونديفو تجي تلقاي الرقم تاعك تفوتي، ما تبقاش تستناي كيما قبل. الحمد لله تقدمنا بزاف لا نيميريزاسيون. بلوس دو سا درنا لو سيستيم دو تيلي راديو، سمح لنا به نقتصدوا حوالي 500 مليون الا لي فيلم راديولوجي. Voilà, donc nous avons vu en image sur le terrain ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que les patients trouvent que c'est très facile, c'est plus facile d'être pris en charge grâce à ce réseau. Exactement. Les patients sont plus confiants maintenant parce qu'il y a en vérité le circuit du malade. Donc, quand il arrive au niveau de la structure de base, la polyclinique, donc il est vu par un médecin. C'est ce qu'on appelle le médecin du tri, le médecin du triage. Ce médecin-là, donc, il va évaluer l'état de santé du malade. Donc, il lui donne, il passe d'abord au niveau de l'accueil. Il a son ticket avec son numéro, mais le ticket là, le numéro, il lui donne pas le droit de passer en premier. Donc, c'est son état de santé qui définit l'ordre de passage, son ordre de passage. Donc, puis il passe chez le médecin du tri qui évaluera son état de santé. Donc, il lui prend les constantes, il a l'évaluation visuelle subjective et objective. Ce médecin-là, il va décider de la durée de prise en charge de ce malade. Donc, on a des zones, la zone rouge qui passe directement, c'est l'urgence vitale. D'accord. On a la zone jaune qui est urgent, donc l'état du malade est urgent, donc il faut le prendre dans les 5 minutes qui suivent. Et on a la zone verte. Donc ce médecin du tri, il va décider de la prise en charge de ce malade. Donc il l'orientera vers la zone qu'il faut. Donc durant l'attente de ce malade-là, il est au niveau de la salle d'attente, il attend son tour. Et puis, quand il est pris en charge au niveau de la polyclinique, le médecin de consultation, le deuxième médecin, il va voir, donc avec la numérisation, comme je vous ai dit, le DEM, donc ce malade, il va peut-être avoir des examens complémentaires à faire, donc un bilan biologique. Ce sera très rapide, puisque voilà, déjà, exactement. Ils ont l'information auparavant, donc on prépare tout le temps d'arriver. Ce qui est bien, c'est que les distances aussi, c'est très important, parce que quand on est malade, quand c'est urgent, la distance, c'est primordial. Ça peut sauver, ça peut tuer. Avant ce réseau, donc, toutes les polycliniques évacuées vers le CHU. Donc, un malade qui vient, un accident de la circulation, un malade avec une pathologie qui ne relève pas de la polyclinique. Même bénigne. Parfois même bénigne, exactement, qui ne relève pas, vous savez, au niveau de la polyclinique, les moyens sont limités. Donc, c'est des médecins, certes, mais dans les moyens sont limités. C'est fait pour la proximité. Donc, les médecins des polycliniques évacués dans le temps directement vers le CHU. Et du coup, on se retrouve avec un nombre de malades excessif et les vraies urgences, on ne les voit pas. On passe à côté des vraies urgences parfois. Donc, c'est pour ça qu'on a réfléchi à ce réseau. Donc, il permet d'améliorer la prise en charge des malades au niveau des structures de base et surtout au niveau du CHU et les structures de troisième palier. Ça veut dire qu'on décharge un peu le CHU. On décharge un peu le CHU. Et puis, ça va au bénéfice du malade. Et le malade, il est très bien pris en charge. Donc, chaque EPH, c'est l'établissement public hospitalier. Donc, on a un EPH à la Cité Elbir, à Constantine, commune de Constantine. On a un EPH au niveau de Ali Menjli, un EPH à la commune Khroub et un EPH au niveau de Ziroud, de la commune Ziroud Youssef. Donc, et on a affilié un groupe de polycliniques à chaque EPH. Donc, ces polycliniques-là, par exemple, si on prend un exemple... Allez, je vais montrer quand même, parce que j'ai quand même... Voilà. Je vais montrer, parce que vous avez tout ça, vous avez délimité, c'est comme si vous avez fait un découpage de zones. Exactement. C'est-à-dire en fonction de la distance et du temps à parcourir.
C'est surtout ça, voilà, par exemple, à Ziroud Youssef, ça va se passer, par exemple, si on est à Bni Hmidan ou on à est... Ziroud, la polyclinique Ziroud qui est à côté, voilà. Donc... Ces polycliniques-là n'ont pas le droit d'aller directement au CHU ou d'aller vers un autre OPH. Ils n'ont que cet OPH pour évacuer leurs malades quand l'état de ce dernier les dépasse. Donc, et au niveau de cette EPH Ziroud Youssef, par exemple, si ils le prennent en charge, ils ont des spécialistes. Au niveau de chaque établissement hospitalier, il y a des spécialistes, comme vous le savez, des réanimateurs. Donc, ils prennent en charge ce malade. Et si l'état de ce malade, par exemple, quand il s'agit d'une pathologie neurochirurgicale, par exemple un accident, un trauma crânien, un état qui les dépasse, ce sont eux qui l'évacuent vers le CHU et non pas la structure de base. Donc c'est comme ça qu'on a... Ça veut dire que la polyclinique de Hamabouzier ne pourra pas envoyer directement vers l'hôpital sans passer par le PHP. Plus jamais avec ce réseau-là. Voilà. Et tout ça, il est renseigné sur une plateforme. Tout ça se fera via une plateforme numérisée. Donc, et par le biais du numéro vert, donc le centre régulateur au niveau de la DSP. Et ce sont eux qui préparent l'évacuation du malade. Donc, ils sont informés à l'avance, avant que le malade n'arrive au niveau de l'établissement hospitalier. Donc, au niveau de l'établissement hospitalier, ils sont au courant qu'ils vont recevoir un malade trauma crânien, avec un trauma crânien. Ils se préparent, ils préparent l'ambulance, le médecin, l'accompagnateur, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous avez évalué même les distances. Oui, je vois, le par temps exemple, 9 minutes, 12, 21, donc vous avez fait le circuit. C'est que le malade maintenant, si vous voulez, en appelant le 3030, il est déjà pris en charge. Il est pris en charge. Justement, le 3030, comme je vous ai dit au début, il est géré par des médecins assez compétents. Donc déjà, quand il appelle, il peut ne pas aller consulter. Ça peut être une pathologie qui peut attendre, il va l'orienter. Le 3030, justement, j'allais parler de ça. Ouais. Cette plateforme qu'un informaticien assez compétent aussi au niveau de la DSP, et on a créé ce réseau. Donc au niveau de ce réseau, donc le malade, quand il appelle, il peut avoir une pathologie froide, comme on dit, donc il peut attendre. Donc ce malade-là, il va être orienté vers la consultation externe. Vous savez, les consultations externes au niveau de la Wilayat, donc au niveau de l'Algérie, c'est des consultations spécialisées. Donc les médecins spécialistes des hôpitaux, ils font des consultations externes au niveau des polycliniques. Donc chaque jour, on a un nombre de médecins spécialistes qui font des consultations au niveau des polycliniques, donc pneumo, pédiatrie, cardio, donc toutes les spécialités. Donc les médecins du 3030, du numéro vert, ils conseillent le malade, ils l'orientent, et puis tout ça via une plateforme numérisée. Tout est renseigné. Tout est renseigné, c'est-à-dire que tous les renseignements restent dans la plateforme, et après, même en termes de bilan, en termes de suivi, malade, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, exactement. Donc, il est orienté vers la consultation externe. Si c'est un malade qui nécessite une consultation en urgence, donc il l'oriente vers la polyclinique de proximité. S'il est à Ain Abid, il l'oriente vers Ain Abid. Et à Ain Abid, la polyclinique Ain Abid, le 3030 informe la polyclinique Ain Abid. Il leur envoie directement, toujours via la plateforme, les coordonnées du malade et tout ça, avec son état et tout. Donc, les médecins de la polyclinique, ils sont déjà informés de l'état du malade qui va arriver. Donc ils sont avertis, ils peuvent même se préparer en cas s'il y a besoin. En plus, après, comme on a les établissements spécialisés, comme par exemple la clinique rénale ou la clinique des diabétiques ou la clinique de cardio de Benchikou, donc chacune peut recevoir après le malade s'il est dans un état qu'on va dire un peu compliqué. Exactement. Ces cliniques-là, d'Axé, d'Euronefro, la clinique d'Euronefro, de Mère Enfant et tout ça, ils recevront les malades par les établissements hospitaliers et non pas par les polycliniques. Les polycliniques, leur parcours s'arrête au niveau de l'EPH. De l'établissement hospitalier défini par le réseau. Donc chaque EPH, il a 2, 3 jusqu'à 4 polycliniques qui lui sont affiliées. Donc, et comme ça, on aurait économisé et les moyens et le temps pour les malades. Donc déjà, comme vous le savez, au niveau des structures de proximité, les moyens, comme les ambulances et tout ça, sont limités. C'est vrai. Donc, que c'est pas aussi courant. Et en plus, je crois que même les citoyens ne savent pas que dans chaque
polyclinique, il y a un service d'urgence. C'est pas, je crois que les gens, quand ils ont un malade, quand ils ont une urgence, ils s'adressent directement au CHU. Voilà, oui. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un encombrement au CHU. Exactement. La plateforme a été mise en service depuis quand exactement, docteur? Normalement, ça fait presque une année qu'on travaille dessus, mais là, elle a été mise en application réelle depuis le 7 mai. Le 7 mai. Voilà. Et alors, les résultats, qu'est-ce que ça donne? Ah oui. Les citoyens sont contents. Les professionnels de la santé aussi, ils sont rassurés, ils sont moins chargés qu'avant. Et on voit, de toute façon, on continue à faire des séances de travail avec les différents établissements et les praticiens, les professionnels de la santé, pour justement répondre à leurs besoins, régler quelques défaillances, je ne sais pas, préoccupations des professionnels. C'est tout à fait normal. Donc il y a des médecins qui nous ramènent des cas. Donc à chaque jour, on a des nouveautés. Donc cette plateforme, elle est toujours en développement. Elle est perfectible, on va dire, puisque comme tout fait nouveau, même ce qui est avantageux, c'est que vous avez une marge de progression qui est encore énorme. Exactement. Parce que vous pouvez encore améliorer, parce que le système est encore nouveau. Mais ce qui est bien aussi, c'est que vous avez l'expérience de la Covid qui vous sert en termes de prise en charge des malades. Je pense que cette expérience vous a beaucoup servi. Ah oui, exactement. Même si vous avez payé un lourd tribut, je sais que les médecins en ont compté par centaines, parmi les victimes. Donc c'est un lourd tribut, mais après, c'est une expérience extraordinaire pour la prise en charge du malade, je pense. Exactement. Pour la Covid, c'était un peu, comme vous avez dit, c'était un peu pénible parce que ça ne se faisait pas par le biais d'une plateforme numérisée et tout ça, mais on faisait presque le même travail, donc on dispatchait les malades au niveau des établissements et c'était un peu différent et plus pénible. Là, ça se fait dans les normes, dans la sérénité, donc chaque médecin, il est confiant et le malade surtout. Donc un malade déjà quand il arrive au niveau d'une salle d'attente, d'une polyclinique, et il est bien orienté, il a son ticket, il est vu par un médecin dès son arrivée, dès son entrée à la structure de base. Donc il est vu par un médecin, donc il est confiant. Il attend, il est serein, il attend, donc on n'a pas de problème. Donc on a vu que les problèmes et le mécontentement des malades a vraiment baissé. Donc, on l'a vu dans le reportage. Il y a un des patients qui a dit donc ça veut dire que la prise en charge psychologique est très importante pour le malade. Exactement. Et puis pour ne pas faire attendre les malades, donc le médecin du tri, lui-même, il peut demander des examens complémentaires avant même la consultation, parce que c'est un médecin. Donc, c'est un médecin au même titre que les autres médecins de consultation. Donc, pour gagner du temps et pour faire patienter le malade, donc, il demande des examens complémentaires, des radios, en attendant son tour au niveau de la consultation. Donc, ça nous a vraiment rendu beaucoup de services ce réseau-là. Et c'est un réseau qui est appelé à être développé vers d'autres pathologies plus importantes, par exemple la prise en charge des AVC, la prise en charge des crises d'infarctus, des menaces d'IDM, en collaboration avec les professeurs du CHU, donc les chefs de service, déjà avec le chef de service de neurologie, donc avec qui on va avoir une séance de travail et on va développer encore la prise en charge des AVC parallèlement à ce réseau, mais toujours dans le même sillage. Donc ça veut dire que c'est quand même d'abord une plateforme qui est opérationnelle, qui rend beaucoup de services et qui est perfectible. Donc je pense qui rend service à tout le monde, et aux professionnels et aux malades. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi, madame, parce qu'on arrive un peu à la fin de l'émission, ce que je tiens à dire et à vous remercier, à remercier tous les médias, c'est la sensibilisation des citoyens. Déjà, ça fait pas longtemps qu'on a commencé et je vous assure que le téléphone ne s'arrête pas de sonner. Voilà. Mais on aimerait que tous les citoyens soient sensibles à ce réseau, à cette nouvelle approche, et comme ça, donc ils appellent, ils sont bien orientés, ils sont orientés vers l'établissement
l'établissement et la structure qu'il faut. C'est-à-dire, on voit que les citoyens ils se dirigent directement, comme vous l'avez dit, au CHU, et là, ils sont très mal pris en charge et ils empiètent sur la prise en charge d'une vraie urgence. Voilà, ouais. D'une vraie urgence. Donc, un cas grave, donc, je demande aux citoyens d'appeler jour et nuit. Et on est Il ne faut pas hésiter, à leur ils sont là à votre disposition. service, Voilà. même s'ils ne répondent pas la première fois, insistez, 30-30, c'est... Et ils répondront... Mais je crois aussi qu'il y a un effort à faire en termes de vulgarisation et de sensibilisation de la part de la direction de la santé. Au-delà des prospectus, peut-être que des spots radio, des spots TV devraient quand même... Non, ça va se faire d'une façon régulière et continue. Comme ça, on aura sensibilisé le maximum de citoyens. Ben, j'espère qu'on aura servi. Voilà, merci beaucoup, c'est sûr. Oui. On vous remercie d'abord. Je tiens à saluer tout le travail que vous avez fait en tant que commission médicale durant le CHAN et la CAN des U17, parce que peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas, mais vous avez fait un travail énorme dans les coulisses qui ne se voit pas. Dans la prise en charge et des malades, des urgences, durant cette manifestation. Et vous avez eu l'éloge de la Confédération africaine de football. Vous ne le savez pas, mais moi je le sais, c'est pour ça que je rends hommage au docteur Linda Boubguiara. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de nous rendre visite d'abord, et puis à très bientôt. Inch'Allah, vous souhaitons bon courage. Merci beaucoup. Voilà, n'oubliez pas donc 30-30, c'est le même numéro que durant la Covid qui était national. J'espère qu'il va être récupéré par toutes les wilayas, toutes les directions de santé. Bien, Constantine, on en a fait un bon usage au bénéfice des malades et surtout pour écourter la distance et une meilleure prise en charge des malades qui ont besoin de la santé. Voilà, on parlait de santé, maintenant on va parler de start-up et on va changer juste d'invité et de plateau. Merci Dr Boubguiara. Eh bien, à très bientôt, je vous retrouve juste après ce reportage. لانه جاءت قبل يعني بدايه موسم الاصطياف اللي هو كامل ينتظروا فيه، خاصه انه حوالي في الاستمارات المشاركه حوالي 10,000 اللي راح يزوروا خلال 3 ايام. يعني راح يكون اقبال كبير من جهه اخرى، انه هناك يعني وكالات سياحيه وبرامج سياحيه وفنادق اللي راح تروج للمنتوج المحلي على مستوى يعني ولايه عنابه وايضا على مستوى الجزائر، لانه لما نقولوا الوكالات السياحيه هناك برامج للشرق، هناك برامج للغرب، هناك برامج للصحراء، يعني في كل بدايه موسم. فهذه طبعا ننتظر منها انه تساهم في رفع يعني المستوى السياحي، يعني تكون لديها المتطلبات، مثلا نشوفوا انه فنادق عرض دي برومونسيون يعني تخفيضات اللي تساهم نوعا ما في يعني جذب السائح المحلي. La dernière période, on a connu vraiment un développement concernant le tourisme et surtout à Annaba avec les événements qui se sont produits là هنا في عنابة. حين تعتبر السياحة في طور الإنجاز في عنابة، وإحنا قاعدين نشجعوا أنها السياحة تتطور في عنابة وفي الجزائر خاصة. احنا نادي الغوصي بونسي بعنابة نقوموا بكل النشاطات المائية وتحت مائية، عندنا السباحة، عندنا الغطس، عندنا التجديف، ركوب الألواح الشراعية، ركوب الزوارق الشراعية، يعني نادي متخصص في كل المجالات المائية. الغطس في الجزائر متعة كبيرة، يعني الناس ماذا بهم انهم يجربوا الاكسبيريونس هذه ويعيشوها. عنابة ملاحه بزاف في التوريزم، عندنا احنا متخصصين في رياضه الغطس والنشاطات المائيه، كاين نوادي اخرى مختصه في الجبال وفي اللايكينغ وفي البيفواك، يعني يروحوا ناس يشوفوا يديروا لي روندوني يديكوفريو الجبال تاع ولايه عنابة، يعني صريدي ما تقدرش تحكي، يعني كي تقول صريدي سي بون. مشاركتنا في هذا الصالون للاحتكاك بعديد المتعاملين واكتساب خبرات جديدة. C'est une plateforme de réservation d'hôtels et d'hébergement en ligne. Il n'y a pas que les hôtels. En Algérie, axé sur le tourisme local, pour la promotion et le développement du tourisme local.
Donc il y a tout type d'hébergement. Il y a plus de 120 hébergements, les hôtels, les villages touristiques, les dortoirs, les maisons d'hôtes, les appartements et les hôtels du non classé jusqu'aux 5 étoiles. Il y a les tarifs, les gens peuvent réserver. On travaille avec les entreprises aussi, avec les agences de voyage. Il y a plus de 150 agences de voyage inscrites qui utilisent la plateforme. Il y a plus de 100 entreprises inscrites parce qu'on fait le tourisme d'affaires, on fait aussi le tourisme de loisirs et aussi le tourisme de santé. Je suis venue ici à Annaba, surtout pour assister à ce salon. Comme vous le savez, je travaille dans une grosse agence de voyage du tourisme en Chine. Maintenant, je voudrais orienter l'attention en Algérie. Pourquoi j'aime bien ce pays? Le premier voyage en Algérie, c'est 2000 comme ça. À ce moment-là, il y a jumelage. Quand d'aller avec la Chine, avec une province de la Chine où je travaille. Pour ce salon, c'est pour contacter l'agence locale, les hôtels, le transport. Mais comme j'ai déjà bien discuté avec monsieur pour cette à l'est. Voilà, donc c'était une petite virée à Annaba pour le salon du tourisme qui s'est tenu le week-end passé, avec beaucoup d'opportunités, comme on a vu, pour la promotion du tourisme local et inviter beaucoup de gens. On avait une belle ambiance au sein de ce salon du tourisme à Annaba. Bon, on va parler de tourisme, on va parler d'abord de technologie et d'innovation. J'ai le plaisir de recevoir deux start-up qui ont élu domicile au Technopole. Technopole, c'est la nouvelle version, on va dire, Silicon Valley, à peu près. Voilà, c'est ce qui a été dit. Alors, je vais présenter mes invités d'abord. Dayadine Brinet, c'est ça? Brinet, voilà, pardon pour le... Vous avez une start-up qui a élu domicile là-bas et qui s'appelle Assista Soin. Très bien. Donc, ça veut dire que vous assistez les malades à peu près. Comme on parlait de malades tout à l'heure, voilà. D'accord, ok. Et à ses côtés, Aziz Chibane. Là, c'est autre chose, c'est une autre innovation. Voilà, ça consiste en quoi? Aziz Chibane, c'est le fondateur de la salle Ayawaï spécialisée de la fabrication des plans solaires. Très bien. C'est des lampes solaires. Très bien. Alors nous, on va parler d'abord présenter. Bon, vous êtes en tant que jeune start-upper, je ne sais pas si ça... Voilà. On vous appelle start-upper maintenant. Oui, c'est ça, c'est bien. On apprend des mots chaque jour. Alors, start-upper, une opportunité comme ça, d'avoir un local gratuitement. C'est important de dire, vous ne payez rien. Je connais Voilà. Déjà, nous sommes des start-upers. Vous savez, le bilan, notre budget est limité. Donc, pour avoir un domicile ou un siège, c'est une aubaine déjà, c'est plus difficile. On a retransformé nos maisons en des ateliers de fabrication et tout. Donc, le Technopole, ça nous a permis d'ouvrir des sièges et d'ouvrir soit des ateliers, soit des bureaux pour recevoir des clients. Même si pour, et d'avoir une adresse, c'est très important. Et avoir une adresse surtout vis-à-vis les clients, vis-à-vis les organismes publics. C'est vraiment une aubaine. C'est une bonne opportunité, il faut le dire. Surtout pour les jeunes étudiants. Surtout. C'est vrai, on rappelle que vous êtes des jeunes, même si vous avez quelques cheveux grisonnants comme moi, c'est pas normal, vous êtes encore jeune. Voilà. Non, je parle des jeunes qui veulent entrer dans le monde. Qui ont des idées d'abord. Voilà, qui veulent entrer une idée, dans le monde du business. Voilà. Développer, c'est bien. Vous, c'est la même chose, Dayadine? C'est une opportunité pour les jeunes, ou bien les jeunes entrepreneurs, ou bien les gens qui veulent faire un travail ou bien une société, pourquoi pas? Pourquoi en attendre? Pourquoi attendre non, pourquoi attendre une fonction dans un bureau ou bien pourquoi on ne passe pas l'entrepreneuriat, la création des postes
Pourquoi on ne peut pas voir des jeunes directeurs, des jeunes... Bah oui, quand vous êtes... Ce qui est bien, c'est que vous avez créé votre propre entreprise, hein, sans attendre quelqu'un. Oui. Tout le monde, vous êtes deux jeunes, Mabadakom, voilà, c'est ça. Oui. D'abord, et puis surtout, je pense que les jeunes bouillonnent, les idées, vous avez beaucoup d'idées, et c'est bien de les transformer. C'est ça. Surtout avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est très important. Et c'est vraiment, le monde est devenu un petit village. Donc, pour les grandes personnalités. Voilà. C'est vrai, c'est petit. C'est vrai quand on juge, mais... Voilà, donc les jeunes ont beaucoup d'idées. Il y a des idées qui se transforment déjà en entreprise. Donc, pour le Technopole Constantine, ça c'est avec plus de 400 locaux. C'est important. C'est très important. C'est immense. Oui, 400 bureaux. Ça existe en Europe, mais c'est payant. Mais ici, chez nous, c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Vraiment, c'est un grand remerciement pour l'État algérien qui a fourni ces locaux gracieusement. Il faut le dire. Ça, il faut dire que c'est une initiative présidentielle du président de la République qui a offert aux jeunes, afin bien sûr de leur faciliter l'entrée dans le monde professionnel, de vous ouvrir les portes. C'est ça. Et en plus, quand vous êtes à côté, vous pouvez vous entraider. Voilà. On est concentré dans un seul endroit. Donc l'un peut être un client des autres et vice-versa. On peut faire des collaborations. On fait des réunions, par exemple, chaque semaine, on se rencontre. On fait des objectifs. Peut-être des expériences. Bien sûr. Il y a la démarche, bien sûr. Je vais vous montrer quand même un reportage, parce que nous avons un reportage qui a été fait par Zakaria Touhabi, histoire de voir en image ce dont on parlait. Et après, nous allons voir quelles sont les innovations de ces deux jeunes start-upers. Oui, ça se passe de commentaires. Alors que tu vois ça vous fait quoi là? C'est sincèrement, ça nous fait un grand plaisir. Surtout que ça a été une idée sculptée avec le temps, avec des nuits blanches, avec beaucoup de persévérance, et devenue une réalité. نشوفوا le résultat de notre travail ونشوفوا باللي الدولة شغل استقبلتنا واحتضنتنا وهذا الشيء فريمون
très important. C'est comme si une bouée de sauvetage ou c'est exactement ça, je pense. Hein. Oui. C'est le même effet, c'est qu'on a l'impression d'être vraiment aidé, poussé vers le rivage. J'espère que vous allez arriver à bon port, parce que ce qui est bien, c'est que 450 locaux, c'est important. C'est important. C'est déjà 450 entreprises, 450 startups. Voilà. En plus, il y a l'hébergement pour les startups de l'Est. Voilà, c'est régional. C'est pas uniquement pour les destiné pour Constantine seulement. C'est pour la région de l'Est. Il va y avoir un flux extraordinaire. Parce que je pense qu'à l'Est du pays, il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de portail d'idées. Il y a beaucoup de portails d'idées. Il y a beaucoup d'innovations. Plus de secteurs, vraiment un terrain vierge pour... Voilà. Et je sais que les jeunes étudiants, durant leur cursus universitaire, pourquoi je disais que ça bouillonne? Parce que c'est l'âge fertile pour la création. Voilà, ça. Et là, peut-être qu'on a tué beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, beaucoup de projets qui sont restés lettres mortes parce qu'ils n'avaient pas l'accompagnement nécessaire pour concrétiser l'idée. Bien sûr. Là, alors, on va vous montrer quand même l'innovation de Aziz Chivel, parce que moi je l'ai caché parce que c'est une balise solaire qui a besoin de voilà. Alors, expliquez-nous. Moi, je vais la montrer. Déjà, elle s'est éteinte. C'est dommage. Oui, elle se charge. Elle se charge avec la lumière. Voilà. C'est dommage. Bon, on va essayer de voir. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la deuxième, mais bon, elle est là. Voilà. Alors, c'est une balise d'autoroute, plutôt, balise solaire, qui, quand elle voit la lumière, elle se charge. Elle se charge durant le jour. Très bien. Elle emmagasine l'énergie nécessaire. Elle emmagasine dans une batterie rechargeable. Voilà. Une fois la nuit tombe, elle commence à éclairer la route. Automatiquement. Ça, c'est pour les balises de côté. Ça, c'est pour les balises de la route. C'est pour les glissières des autoroutes. Très bien. Et là, c'est un projet d'innovation. C'est un projet d'innovation. On a vu ce projet à l'Europe. Et lorsqu'on est arrivé en Algérie, on a vu que le marché est vierge, il n'y a pas de fabricants. Et actuellement, on est le seul fabricant au niveau de l'Algérie. Et en plus, avec le potentiel solaire que nous avons en Algérie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, on peut, je crois, créer... déjà, il y a, je crois, 1 millier d'autoroutes à mettre en place. L'autoroute Est-Ouest, c'est déjà un bon marché. C'est déjà un bon marché, plus le flux des routes express et des villes qu'on a. C'est un marché qu'il faut couvrir. Avant d'exporter vers l'étranger, Inch'Allah. Et bon, déjà, il faudrait remplir et combler le marché local. Ouais. Est-ce que, pour l'instant, vous avez le potentiel et les capacités pour répondre à toutes les demandes actuellement? Actuellement, c'est sûr que non. Puisqu'on est une jeune entreprise, on vient de débuter, c'est au mois de septembre, je crois. Seulement, c'est récent. Une fois avoir des marchés soit avec les autorités ou les collectivités locales, on va lancer d'autres antennes dans d'autres wilayas, Inch'Allah, dans d'autres régions. Là, c'est une idée. C'était une idée. Je pense qu'il y en a. Alors, on va vers Dayadine. Vous, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. L'idée, c'était quoi d'abord? Assistation, c'est une start-up dans le domaine de e-santé. D'accord. La e-santé. Le e-santé qui a pour but d'améliorer la qualité des soins. Assistation, fournir des soins, fournir des services de santé abordables et spécifiques et spécialisés pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des pathologies chroniques, les personnes qui ont besoin des soins infirmiers. C'est surtout pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Vous offrez un service. Qui n'ont pas de temps, par exemple, parmi les services, assistance l'innovation, dans le secteur de la technologie, à travers ces deux applications.
pour partenaires. Les partenaires sont les cadres de la santé, médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes, et application pour les patients. Donc, le patient peut suivre et même يتحصل على خدمات صحية en temps réel. C'est ça l'objectif. Bon, alors ça reste un peu quand même un peu vague. Et exactement, c'est quoi? C'est télécharger une application? C'est télécharger l'application. Donc, votre téléphone smartphone devenir votre salle de soins. D'accord, ça veut dire que vous avez besoin de n'importe quel service de santé, un simple clic. Ouais. يجيك السيرفيس à domicile ولا الفوي اللي راك فيه. D'accord, ça veut dire là où je me trouve. On va extrapoler, on a un petit souci maintenant au studio. Donc, vous avez une salle de soins dans votre smartphone. Donc, c'est l'avenir. Le smartphone fait quoi? Maintenant, on ne peut plus se passer. Et Assista Soins, donc, et vous avez dit abordable, prix abordable. Abordable, bien sûr. Ça veut dire que vous avez pensé quand même aux économies, parce que la plupart des gens âgés, c'est des retraités, peut-être avec pas une grande. Lorsque j'ai dit abordable, c'est pas le même prix qui déplace le cabinet. C'est bien, ça serait bien. Tu auras des services à domicile. Ou vu la demande. La création de l'assistation, mais j'ai checké. D'accord. Après le Covid, vu l'élévation de la demande des soins et des consultations à domicile, jette l'idée. نشوفوا الناس كل تحوس يجي للدار. Pourquoi pas on trouve une solution pour faciliter la relation entre le prestataire de service, nos partenaires, le cadre médical ou paramédical, et le demandeur de service, le patient. لازمنا la liaison. هذه كانت la difficulté de faire créer ces deux applications تربطهم en temps réel. Le demandeur un simple clic le service يكون عنده. وحاجة خلاف assistation t'assurer la qualité est entre guillemets la formation de ces partenaires. Nos partenaires sont qualifiés, agréés, certifiés et avec des formations continues pour des gens qui se recyclent, qui sont à jour. pour نشاركوا في واحد la notion اللي هي كبيرة بزاف ونسمعوها بزاف, améliorer la qualité de vie et améliorer la qualité des soins. C'est un thème très important. Oui, il n'y a rien à dire. C'est vrai que tout le monde veut améliorer la qualité de vie, ça passe par les qualités de... Ou les dernières études que le patient, lorsqu'il reçoit des soins ou bien des consultations dans son foyer, à domicile, le pourcentage de la guérison est très élevé. Par contre, à l'hôpital ou bien dans un... ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Devant leur famille, de chauffeur, il forge la télévision à l'aise. Il est dans son environnement. Bien sûr, c'est ça. Et c'est ça. Il se perturbe quand il change d'environnement. Quand il est à la maison, il a l'impression de... Bien sûr. Peut-être. Ça, c'est bien. Ça, c'est des innovations. Et ça marche? Est-ce que vous avez... Oui, ça commence... Assistation pendant 21 jours, lorsque le flag dans l'application, plus de 300 téléchargements. On a assuré 240 interventions. On a 165 partenaires. En 21 jours. En 21 jours. Allah يبارك. En 21 jours. Déjà, plus le demande des rendez-vous, l'association fait l'option de gérer vos rendez-vous. Plusieurs des choses. L'innovation, c'est l'avenir. Planifier, programmer notre vie, faire. عندي كلش في السمارت فون تاعي عندي لو نيميرو دو ميدسان لاج لو جور الوقت ندير لو بيلون حنا فاسيليتينا خلاص ما تحوش انت على الميدسان راح تحوس لك على السيرفيس قال جي بزاف لي سيرفيس تاع مع اسيستاسيون سي كوا. Mais si je veux par exemple moi j'ai mon médecin habituel qui me suit et qui est là-bas mais qui n'est pas avec vous. Prochainement, non. Donc, l'avantage في les applications, chaque fois qu'on développe selon la demande. Donc, à la demande des patients, ils disent je cherche un médecin. Je cherche lever l'urgence. Chaque demande, c'est une urgence. Par exemple, ولدك رجعت للدار لقيته مريض تحتاج consultation. À 18h, à 19h, à 21h.
Ça, c'est une application, mais nous, on avait un numéro de téléphone tout à l'heure, vous avez vu. Oui, j'ai vu. Oui, c'est la numérisation. En réalité, c'est la numérisation. Voilà. C'est l'avenir. C'est pourquoi on ne facilite pas la vie des gens. Ça a tendance pour faciliter, c'est bien. Oui. Aziz Chiben. Oui. Et vous, qu'est-ce qu'on peut encore développer avec ces balises solaires qui sont... déjà, en elles-mêmes, ce sont une grande innovation. Oui. C'est bien parce que ça peut grandement aider la conduite de nuit. C'est important pour la sécurité routière d'abord. Oui, c'est sûr. Nos balises solaires sont destinées, premièrement, c'est pour les routes, c'est pour, en plus, c'est le premier souci, c'est la sécurité. Et le deuxième point, c'est l'ambiance. C'est un éclairage d'ambiance. Donc, dans les villes, ça devient un éclairage clignotant avec plusieurs couleurs. On fait déjà, selon la demande, plusieurs couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Pas seulement le blanc. Donc pas seulement le blanc. Même c'est bien pour décorer la ville. C'est sûr, oui. Avec des couleurs. C'est un double avantage. C'est décoratif. Voilà, c'est décoratif. C'est destiné beaucoup plus les routes, les jardins publics, les routes express et même les aéroports. Les pistes des aéroports. Ah, c'est vrai, j'ai oublié les pistes. Oui, ça peut être la même chose. C'est vrai que ça vous fait beaucoup de travail. Oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous avez commencé depuis septembre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça commence à bouger? Non, pour le moment, on est en phase de production. Donc, on a commencé la production. On n'a pas encore de marché. Encore de marché. Beaucoup plus. On est on visite les collectivités locales et les autorités beaucoup plus. Vous vous déplacez pour essayer de... Oui, on déplace régulièrement sur les collectivités locales, les mairies, les daïras, les directions des travaux publics. Voilà, les DTP, c'est nos clients potentiels pour le moment. Bon, là, on va revenir... Bon, là, c'est votre spécialité à chacun. Mais Technopole, l'espace qui vous est offert peut être aussi une autre opportunité, comme on le disait, de collaboration entre start-up. Oui, Technopole, comme on a dit tout à l'heure, c'est un espace où tous les start-up se réunissent. Donc déjà, c'est un plus pour les start-up. C'est un plus. En plus, pour les startups de l'Est, comme on a dit, ils ont l'hébergement. Et en plus de ça, on a tous les centres de recherche sont à notre... sont juste à côté. Sont aux alentours et à notre service. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous êtes encore familiarisé avec le campus universitaire, parce que ça fait pas longtemps que vous avez terminé vos études. Voilà. C'est pas très loin. Vous êtes. On est dans le milieu, comment dire. Voilà. C'est ça, je pense. Hein. Oui. En plus, le Haram al-Jami, l'université, donc. Même c'est une opportunité pour les jeunes étudiants de voir des idées, de créer des idées, de nous contacter. Bien sûr, c'est ça. Pourquoi pas pour faire des offres de recrutement pour les startups. Donc c'est vrai que vous pouvez engager des gens. Hein, oui, bien sûr. Oui. Vous êtes une start-up, c'est une société jeune d'abord, mais jeune et prochainement on va engager des gens. Et qui recrute même c'est la main-d'œuvre qualifiée qui est à côté de nous. C'est l'université. C'est vrai que vous piochez directement dans l'université. Voilà. Vous pouvez. Donc c'est d'abord une opportunité de création d'emplois. Une opportunité de développement économique et de participer au développement du pays, ça c'est important. Bien sûr, c'est ça très important, le développement du pays, Inch'Allah. كما نقولوا احنا العجلة التنمية الاقتصادية أن نكونوا مساهمين فيها، شرف كبير أن نكونوا مساهمين في العجلة التنمية، وهذا هو إن شاء الله الهدف اللي نسعوا له إن شاء الله. Surtout le Technopole هذه c'est كما نقولوها راح تمدف على les jeunes pousses ولا les entreprises poussent. C'est-à-dire une entreprise كما كنا نحكيو ما عندهاش le budget pour louer pour oui, c'est vrai, c'est une question de budget. Surtout dans notre cas, c'est de la fabrication.
Ça demande un local un peu spacieux et tout. Et on vous a donné le local pour fabriquer? Voilà, chacun a son local, son bureau, selon ses besoins. On est à l'écoute déjà. La responsable, c'est à notre côté. Ce qui est bien, oui. C'est un grand remerciement pour Madame Widad. Oui. Elle est toujours disponible. أي حاجة نحتاجها تقولنا je suis là. Parlez يعني كما قال قدم وساك. C'est vrai, elle est juste à côté. La proximité de votre enseignant d'abord, parce que c'est la responsable, elle est enseignante aussi, et aussi d'autres enseignants si vous avez besoin d'informations, de collaboration. En plus, toujours نتعلموا. Bah oui, bien sûr. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, c'est toute la vie. C'est surtout pour l'innovation. Il faut pas s'arrêter. Ouais. Lorsque vous arrêtez, vous êtes mort. Ah bah celui qui s'arrête. Voilà. Bon, ben, comme ça, on arrive en fin d'émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire chacun on va commencer par Daed, d'ailleurs. Parce qu'on arrive à la fin. D'abord, parce que Technopole, c'est quelque chose de bien. Votre start-up est déjà en marche. Si vous donnez des chiffres quand même extraordinaires en quelques semaines, c'est rien. 3 semaines, c'est rien. Alhamdulillah. Bon, premièrement, je remercie le canal Algérie. La télévision, elle fait son travail. Merci. C'est un service public. C'est très important. C'est vraiment. Ça vous encourage, j'espère. Bien sûr, c'est ça. حاجة تهمنا وتساعدنا ومشكورين على الشيء اللي واقفين معنا en tant que start-up. Deuxièmement, un grand remerciement pour l'État algérien, pour le président. C'est vrai qu'il y a une grande aide présidentielle pour les gens que vous êtes. Et pour le Technopole, على رأسها المديرة وداد صالحي انها موفره وواقفه وشي وان شاء الله احنا كما انتم وضعتوا فينا الثقه احنا نشرفوكم ان شاء الله وبوركوا با نوسعوا لي ستارت اب والفكره هذه تاع التكنوبول انها تتعامل مع الجزائر كامله وتخرج للخارج ان شاء الله. ان شاء الله. عزيز ان شاء الله ان كرون ريميرسيمون. الحمد لله يعني اللي شفنا هذه الثمره تاع تكنوبول سي ديجا سي كونكريتيزي. سمعنا بها افون بزاف مي اكطويلمون سي ديفوني اون رياليتي الحمد لله على كل حال. وان شاء الله كما قال الاخ ضياء تتعمم على كل مناطق الوطن باش تكون بور بالي لي زينرجي دي زيدرو كاربور وتولي هاد لي جون ستارت اب هما اللي يقودوا عجله التنميه ان شاء الله. Parce que c'est l'avenir. Oui, vous êtes l'avenir. Voilà. Moi, je tiens à vous remercier d'abord pour vos idées, pour vos innovations. Puis c'est bien, parce que c'est pas aussi évident que ça de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on est jeune, diplômé de l'université, on cherche généralement un boulot, on essaie un peu de... Mais là, vous êtes allé dans la difficulté, mais vous allez voir, Inch'Allah, dans quelques années, vous allez être de grandes entreprises, parce que les plus grandes... marche commence par un petit pas et voilà, vous avez fait le petit pas. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et puis transmettez nos encouragements aux 380 autres start-upers qui sont là-bas. Voilà, 398 parce que vous n'êtes que 2 et on est encore là. Salut عليهم كيما نقولوا حنا. Voilà, transmettez nos vifs remerciements et nos encouragements. Vous souhaitons bon courage. Technopole, une idée qui devrait faire des émules à travers le territoire national, voilà, pour aider et les start-up et la création d'emplois et l'innovation. On va changer de sujet, on va parler de mois du patrimoine, mais ça reste, parce que avant d'aller vers l'avenir, il faut toujours savoir d'où on vient. Et le patrimoine, c'est notre passé, c'est notre identité. On va en parler dans le dernier plateau, mais d'abord un petit reportage sur ce qui s'est passé pour la clôture du mois du patrimoine à la Maison de Culture.
انا حرفيات نحاولوا نحافظوا على التراث القسنطيني، وانا اختصاصي يعني حلويات تقليديه القسنطينيه محضه. الحمد لله شاركت، كانت مشاركتي الثانيه العام اللي فات والعام هذا. شاركنا في شهر التراث، الحمد لله كان اقبال يعني من الناس قسنطينه وخارج قسنطينه، كان اقبال كبير وعجبهم يعني الجو، عجبتهم الحلويات التقليديه، ومرحبا بكل الناس اللي ما زاروش قسنطينه. مكي جمال حرفي في صناعه النحاس، ورث هذه الصناعه من عند بابا اللي هو مكي صالح، متحصل على الجائزه الاولى وطنيا. مشاركين في عده معارض يعني داخل الوطن وخارج الوطن. الصناعه هذه تما بربي ان شاء الله ماناش غنفرطوا فيها، والاب تاعي راه يزيد يعلم في اجيال اخرين، يعلم في شباب، دار ديجا دوره تكوينيه من قبل وعلم شباب، والحمد لله يعني هذه نخليوها رولاف لاولاد ولادنا ان شاء الله. الحمد لله كاين اقبال من عند المواطنين، الناس مازال تحب النحاس، مازال تحب يعني لي تراديسيون تاع قسنطينه. أنا مختصة في تقطير الورد والزهر في فصل الربيع. هذا هو الفصل اللي نديروا فيه نحتفلوا به في التقطير. عندنا نخرجوا للميدان باش نعتوا المنتوج تاعنا في المعرض هذا. نبداو بالورد بالزهر الصح في فصل في الشهر افريل، ونبداو بالزهر نقطروه المنتوج تاعو نخرجوه، وفي فصل في شهر ماي نزيدوا الورد نقطروا الورد. احنا نصدروا المعرض هذا بفارغ الصبر من العام للعام. دونك رانا فرحانين بالحراير تاعنا اللي موجودين في قسنطينه واللي مازالوا يكافحوا باش يخليو شينا هذا ديما كاين وديما في الصادره، ورانا مشهورين به في العالم باسره. لا ديستيلاسيون دو لو دروزي دو فلور دورانجي مشهوره بها قسنطينه في التراب الجزائري كامل. وني هنا في لو ستون جيت اليوم نحوس على خالتي دليله هي باش ندوق الحلويات نتاعها. كي تدخلي تشوفي اجواء قسنطينه 100%، ما شاء الله، من ريحه الزهر، من ريحه الورد، الله يبارك. صينيه قسنطينه مبهيه، صينيه كما يقولوها. الحمد لله يا ربي، مازال التراث تاعنا يمشي، الحمد لله يا ربي. هذه الزيارة هي خاصة بتلاميذ مدرسة محمد العيد الخليفة بمدينة عين البيضاء. الهدف منها هو الاطلاع على أولا على شهر التراث، وانتقلنا من المواد المعرفية من التراث المادي لا مادي، واليوم جسدنا هذه المعلومات في دار الثقافة محمد العيد الخليفة، حيث اطلعنا على مختلف هذه المعلومات ميدانيا. جئت لأرى التراث المادي واللامادي وكيفية صنع وتقطير الورود وصنع الحلويات. جئنا اليوم لزيارة لقسنطينة لنرى جمالها. شرفنا زيارة هذه المنشأة. بالنسبة إلى التراث المادي واللامادي، صوني أنني أزور منطقة من بلادي وأهمها قسنطينة. رأيي في هذه الزيارة أنها جميلة ويوجد فيها العديد من الأقسام، مثل قسم حلويات وهي من التراث القديم، وقسم تقطير الورود. جينا باش نكتشفوا ونتعرفوا على تراثنا، تراث قسنطينة وجمالها. عرفت في ماذا يستعمل الماء الورد وماء الزهر. كذلك تلاميذي استفادوا كثيرا من المعلومات التي تم إعطاؤها لهم اليوم. Voilà, donc le patrimoine à l'honneur durant tout le mois passé, du 18 avril au 18 mai, c'est important. Un mois, je pense que
C'est vrai que consacrer un mois, c'est déjà bien, mais ça serait bien qu'on consacre un peu de notre temps à notre patrimoine et surtout à notre identité. Donc, ça serait bien que ça soit tout au long de l'année. Mais comme il y a tout cérémonie, tout événement, il y a une clôture et jeudi passé, a été clôturé ce mois du patrimoine avec un séminaire et une rencontre thématique sur la vieille ville, la Médina et sa préservation. Yamina Nasri, c'est ça? Oui. Marhaba bik. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous avez participé, vous avez participé à cette journée d'études sur la préservation de la vieille ville. C'est vrai qu'on en parle un peu, pas trop. On parle du patrimoine immatériel, mais le patrimoine matériel qui est encore là, peut-être qu'il est un peu délaissé par rapport à la vieille ville. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut encore intervenir pour sauver ce qui peut encore être sauvé, pour préserver ce qui peut encore être préservé. Merci d'avoir donc évoqué cette question donc c'est une question donc le patrimoine, les amoureux du patrimoine, donc on questionne. La préservation du patrimoine nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup d'acteurs à y participer. Donc il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que le propriétaire, il n'y a pas que les associations, mais c'est tout le monde, tous ces acteurs qui participent pour sauvegarder ce patrimoine qui est en train de s'effacer. C'est nos racines, c'est notre identité, mais cette identité, elle est en train d'aller en ruine, de s'effacer carrément de notre histoire. Alors, comment préserver, comment valoriser beaucoup plus cette histoire? C'est surtout valoriser. Oui, donc il faut connaître ce patrimoine. Il faut l'approcher très doucement. C'est-à-dire l'approcher L'approcher, il faut d'abord le connaître. De quelle manière le connaître? Donc, pour le connaître, il faut carrément avoir de la connaissance sur ce patrimoine. Donc, préserver toute la vieille ville, Belekch, c'est un peu, donc ça nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. Mais préserver à l'aqal quelques éléments qui ont de la valeur. Ces éléments-là, pour les connaître, donc faire émerger les caractéristiques beaucoup plus architecturales et urbaines et sociétales. Donc, l'architectural, donc, al-aqal, dar al-kbira. On appelle dar al-kbira, moi, c'est entre guillemets, c'est l'appellation. Donc, c'est pas la grande maison comme on l'appelle, mais c'est dar al-kbira. Dar al-kbira, il faut la connaître. La connaître parce que c'est pas seulement une dar, c'est pas seulement une maison qui héberge une famille. Elle héberge des générations, au moins 3 générations. C'est vrai. Donc, c'est le jad, l'ab ou l'ibn. Donc, avoir ces 3 générations dans la même enceinte, donc c'est une gestion. Et c'est une gestion donc, qui n'est pas facile. Premièrement, mais est-ce qu'il existe encore comme ça se passait avant? Est-ce qu'il en reste encore? Je pense que c'est un concept qui a disparu. Non, mais c'est comment, de quelle manière préserver? Parce que cette dar-là, quand on la préserve, elle va avoir une autre vocation, certainement. La vocation, mais montrer à l'aqal cette fonction mère qui existait. Donc il faut la faire émerger et en tirer des enseignements. Comment tirer des enseignements? D'ailleurs, il y a pas mal de chercheurs qui sont donc à la recherche de un petit peu comment c'est pas valoriser, mais comment en tirer des enseignements de cette histoire. Alors, si vous présentez comme ça 3 générations sous un même toit, sous un même espace, d'abord, c'est extraordinaire pour la transmission des coutumes, du patrimoine, parce que c'est important.
les coutumes vont se perpétuer d'une manière naturelle puisque les 3 générations vivent ensemble. Donc ça veut dire que le grand-père va transmettre au petit-fils tout ce qu'il connaît comme savoir populaire, comme sagesse, comme coutume vestimentaire, comme art culinaire, les mamans. Donc c'est extraordinaire. Nous, on a l'impression que c'est quelque chose de banal. Une dad kbira parce que le jid aïch ma hafedou, mais si on y regarde près, c'est pour la transmission, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, c'est ce qui a permis aux coutumes de rester jusqu'à notre époque. Voilà. Mais maintenant, avec la fragmentation, comme le papa ne vit plus avec son père et son fils, là, ça disloque un peu tout ce qui est tradition, tout ce qui est patrimoine, je pense. Mais justement, cette Dar al-Kbira, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un hébergement familial, c'est aussi une formation, c'est aussi un comportement, c'est aussi une sociabilité et surtout une responsabilité, un devoir. Et Dar al-Kbira, elle héberge, et c'est vrai, il y a une typologie, il y a plusieurs types de dar. Donc, il n'y a pas un seul type. Donc, il y a Dar al-Kbira qui peut héberger Slam. Par exemple, Slam, c'est Slamat. Donc, c'est un étage intermédiaire entre Daïr. Et ça, c'est un centre, c'est l'équivalence d'un centre de formation parce que ça héberge Bnat al-Husna. Qu'est-ce que c'est Bnat al-Husna? Même l'afd Bnat al-Husna, je crois que peu de monde vont connaître le terme, même. Alors, ça, c'est l'hébergement des orphelines. C'est pas seulement les orphelines. On a l'impression que c'est seulement les orphelines. Non, c'est aussi les filles donc pauvres. Oui. C'est leurs parents donc, qui veulent leur apprendre l'urbanité. Et là, non, mais c'est vrai que là, on parle vraiment de la Médina et d'une entité. Akhlaq al-Médina, voilà, c'est ce que je... Akhlaq al-Médina. Et c'est ça, notre urbanisme, c'est ce qu'il cache. Donc, ce n'est pas un urbanisme technique, c'est un urbanisme de société qui émane de la société. Donc, il éduque cette société, il forme cette société. Donc, une façon de vivre. Oui, c'est ce savoir-vivre. Ouais. Un savoir-vivre qui se transmet et grâce justement à cette... Et là, donc, finalement, quand on y regarde de plus près, donc l'architecture est un fait sociétal, elle accompagne aussi la manière de vivre, parce que là où on habite, c'est comment on vit, c'est comment on évolue. C'est pour ça qu'il y a le compartimentage dans la vieille ville. C'est ça. Donc, on évoque l'architectural, comment il doit répondre au sociétal. Donc, il y a un architecte qui dit « Donnez-moi un nouveau couple ». Un nouveau marié, donc un nouveau couple marié de 6, je peux le faire divorcer en 6 mois. Ça, c'est maléfique. Oui. Pourquoi? Parce que seulement, c'est l'organisation spatiale. Elle peut donner des problèmes. Ouais, ça, c'est l'incidence directe sur... et des grands problèmes. Donc, vous voyez un petit peu, il dit un couple amoureux. Donc, en plus, il donne la précision. Donc, ça veut dire que l'architecture peut détruire comme elle peut construire. Voilà. Et notre architecture, elle construit. Donc, je reviens sur Bnat al-Husna. Donc, Bnat al-Husna, on dit que c'est l'esclavagisme. Pas à ce point. Pas du tout, pas du tout. Parce que mid ou Widday. Donc, c'est beaucoup plus cette transmission. Donc, on forme Bnat al-Husna, on les forme dans يقول لك كل صباع بصنعة donc نخرجهم كل صباع بصنعة donc il y a la formation sur la couture, sur le harj, sur la cuisine, et sur le comportement, comment doit se comporter la femme future urbaine. Donc c'est le hadari. Donc c'est pas le... Vous voyez un petit peu. Donc et elle va
pratiquer cette formation, donc ce qu'elle apprend, donc l'apprentissage donc dans cette famille, donc elle va bien sûr le rendre donc en l'appliquant, en le pratiquant spatialement. Et c'est ça, donc mais c'est ça. Alors on parlait d'architecture, de maisons de préservation, et on se retrouve à parler de tradition, de transmission. Voilà. Donc ça va de pair, je pense. Les deux vont... Exactement, parce que l'architecture, c'est une réponse à la pratique sociale. Donc c'est pas un mur muet, non. Qui ne parle pas, ouais. C'est vrai que non, c'est un... Et surtout qu'à Constantine, on dit qu'il y a beaucoup de pierres et chaque pierre raconte une histoire. Oui. Et comme la ville date de plus de 3000 ans, ça va être difficile. De quelle manière ce mur nous parle? Donc c'est ce qu'il faut transmettre. Ce n'est pas seulement le physique qu'il faut transmettre, c'est aussi cette manière, ce comportemental. Donc... Est-ce qu'il y a une façon de lire les pierres? Oui, oui, parce qu'elles nous parlent. La pierre nous parle. Comment comprendre une pierre qui parle? Bon, là, je crois qu'on va nous prendre pour des fous, une pierre qui parle. Oui, elle nous parle. Et elle est très sensible aussi. Ouais. Elle est très sensible parce que cette pierre, comment elle nous parle, de quelle manière elle nous transmet son histoire, sa faisabilité, sa manière d'exister. Donc, elle nous parle avec son comportement, avec le matériau, avec son traitement, avec sa mise en œuvre et aussi avec l'organisation spatiale qu'elle va former. Voilà comment. Et surtout, elle va surtout nous dire qu'elle n'est pas là par hasard, c'est qui l'a ramenée, c'est quelqu'un qui a voulu raconter une histoire. On va juste revenir sur le thème de la rencontre du week-end passé. C'est ce qui s'est passé avec toujours le compte-rendu de Fayrouz Malabt. بعد شهر من احتضان المؤسسة الثقافية لعدة فعاليات تخص الموروث التراثي المادي وغير المادي لقسنطينة مع تثمين الامتداد الإفريقي والبعد الإفريقي لهذا الموروث التراثي كما جاء في شعار هذا الشهر لهذه السنة. اليوم تنظم دار الثقافة مالك حداد هذا اليوم الدراسي الذي يعني يشمل أو موضوعه حول المدينة العتيقة قسنطينة كثروة معمارية وعمرانية ومشروع لتنمية اقتصادية مع الانفتاح على عدة محاور بحضور أو بتطير من أساتذة ودكاترة مختصين في العمارة والمعمار الهندسة المعمارية في السياحة يعني خبراء لهم باعهم في هذا المجال حاولوا أن يقدموا ويثمنوا دور السلطات المحلية في يعني إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة قسنطينة لأنها قيمة حضارية عميقة جدا. أنا وجودي اليوم لإحياء نهاية شهر التراث هنا بمدينة قسنطينة تقدمت بمداخلة بعنوان قسنطينة المدينة التراثية، وهذا العنوان كان الاختيار صائب. لماذا؟ لأنه يهدف إلى أمر مهم جدا لهذه المدينة هو تصنيفها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. فيما يخص تصنيف مدينة قسنطينة، هذا الطلب طلبته أنا شخصيا عندما أتى دوكويلاغ اللي كان على يترأس اليونسكو، طلبت منه تصنيف مدينة قسنطينة كتراث عالمي وهي تستحق هذه المدينة التصنيف. وزرت به كل المدينة وتأثر وقال حقيقة هي مدينة
وحدها في العالم، ما كانش مدينة أخرى وعندها أكثر من 3 قرون موجود، ما طفى لا ضوها ولا كانونها. Elle a toujours assumé ses fonctions socio-économiques depuis plus de 3000 ans. Donc elle mérite d'être classée monument. C'est des richesses qui se cachent. Un trésor Et voilà donc le reportage de Feyrouz Maravat sur ce séminaire et surtout l'exposition. Donc on parlait quand même de... là c'est un sujet, c'est l'importance de la ville et les spécificités qu'elle a et qu'on ne trouve pas ailleurs. Constantine est une histoire en elle-même, c'est à elle seule, c'est je crois un véritable bastion d'un patrimoine qu'on ne trouve pas ailleurs. Si on revient sur son organisation spatiale, que ce soit urbaine ou architecturale, on a évoqué un point de Dar, pas toute Dar, parce que Dar, c'est des générations, mais c'est l'organisation. Moi, je suis spécialiste en architecture, donc oui, c'est ma vocation, donc je reviens sur l'architectural et sur l'urbanistique. Alors, ce Dar, pour y accéder, on ne peut pas y accéder directement parce qu'il y a une hiérarchisation spatiale. Cette hiérarchisation spatiale, donc, elle passe du public vers le privé. Donc, pour arriver à cette Dar qui est beaucoup plus une enceinte privée, donc il faut passer par des passages, donc des espaces urbains. Mais le plus essentiel dans tout ça, c'est comment cette organisation urbaine s'est faite. C'est faite par c'est un équilibre, un équilibre de répartition de monuments, si on peut le dire, oui, il a d'architecture majeure. Un derb, c'est quoi un derb? C'est un groupement. On le définit comme étant un itinéraire. C'est un itinéraire à objectif. Il n'est pas là fortuitement, c'est pas par hasard. C'est qu'il a un objectif. Voilà, il faut rajouter voilà, il faut rajouter l'adjectif. quelque chose. Il faut rajouter cet adjectif, yani objectif. Donc c'est avec un but. Donc un derb, c'est un groupement qui est, donc si vous voulez, desservi par une rue, une ruelle, une impasse. Donc c'est cette hiérarchisation spatiale, le passage de la rue par la ruelle jusqu'à l'impasse. Et l'impasse, c'est un passage donc, qui va abriter un ensemble de maisons. Mais quel type de maison? Un derb, il a une signification. Un derb, c'est, je prends des exemples, je prends 3 exemples si vous voulez, oui, bien pour sûr. Un petit peu donc, pour avoir une meilleure idée. Voilà. Et éclaircir beaucoup plus l'idée. Je prends Derb el-Bjabi, je prends Derb ben Cheikh et je prends Derb ben Sharif. 3 personnalités qui sont donc des personnalités de responsables de la ville. Donc Ben Cheikh el-Fougoun, c'est Amir Rakb. C'est lui qui accompagne le Hajjaj et prépare le Hajj. C'était sa fonction. Et il est aussi Amir, donc il représente le religieux, donc il représente l'islam. Donc d'ailleurs, avec un rang social assez voilà, élevé. On l'appelle Amir, donc c'est pas un qaïd, il a Amir. Donc il a sous donc un ensemble de fonctionnaires, le Qurra, le Talab, donc son derb est très différent de Derb Ben Sharif. Ben Sharif qui est un guide zmela. Donc c'était beaucoup plus, avant de le transmettre à Gaïd Zmela, c'était beaucoup plus le palais un petit peu du Bey, donc c'est Tchakr Bey.
Donc, il la transmet à Gaïd Zmala. Ce derbe-là, il a une autre organisation spatiale. Pourquoi? Parce que Gaïd Zmala, c'est quoi? C'est celui qui accompagne, c'est en quelque sorte le protocole. Le protocole du Bey. Donc, il l'accompagne dans ses sorties. Donc, il accompagne le Qafila. Le Qafila, donc, c'est les tentes, l'installation des tentes hors Constantine. Et son derbe est différent de celui. Exactement, parce qu'il y aura les chevaux. Donc, il y aura l'écurie. L'écurie qui est. Le kouri, il a sa place dans le derbe. Parce que la fonction donc, évoque beaucoup plus ce type d'accueil de chevaux. Donc, on n'accède pas à Derb Ben Cherif comme on accède à Derb Ben Djawi ou bien à Derb Ben Cheikh. Donc, à Derb Ben Cherif, on accède par une porte qui donne sur une placette. Vous voyez, parce qu'il y a le troupeau, il y a ce regroupement, il y a les écuries, il y a tout ce qui est. Voilà. Et on a toujours Dar al-Kbira, mais qui est beaucoup plus complété par d'autres espaces. Ces espaces d'accompagnement, c'est les maisons donc des hauts fonctionnaires. D'accord. Donc, on trouve des petits palais aussi, avec l'Ali. L'Ali, c'est aussi l'accueil des délégations, donc c'est Diyar Dif en quelque sorte. Diyar Dif, voilà, si on peut dire. Alors que Derb Ben Cherif, on accède par une ruelle qui se termine par une impasse. Et la maison, elle se présente au dernier palier de l'impasse. Pourquoi? Parce que c'est Cheikh. Donc, vous voyez, donc Cheikh l'Islam, donc il a aussi le hiba. Son autorité. Donc, son autorité. Ouais. Donc, on accède par ces douroub et Dar al-Kbira, on trouve Driba. Driba, c'est Sqift Dar d'abord. Wust Dar. Non. Non, du tout. Donc, on trouve Driba, Sqift Dar, Sqift Derb. On va Sqift Dar, on va le patio. Donc, Sqift Driba, elle va distribuer beaucoup plus le menzah, elle va distribuer l'ali qui est donc beaucoup plus organisé en fonction de ce que vous dites est très intéressant. Le découpage, mais malheureusement, le temps est notre ennemi, comme vous le savez. Mais c'est bien de conclure. Alors, vous avez 30-40 secondes pour conclure. Mais ce que vous dites est très intéressant. Là, c'est les spécificités de la Médina de Constantine, qui ne ressemble à aucune autre. Non. Et chacune a sa propre spécificité. Caractéristiques spatiales. Si on peut conclure en 40 secondes, Madame alors, je termine par Gossé. Gossé, c'est un chercheur, donc il a une quarantaine d'années de recherche sur les Médinas. Donc, il a comment tirer des enseignements pour préparer le futur humain, donc l'habitat humain. Donc, on est à la recherche d'un habitat humain. Donc, protéger ce patrimoine, le valoriser davantage en le connaissant, bien sûr, en connaissant ses profondeurs. Ça, c'est de un. De deux, donc, si on veut le valoriser, donc, on va lui donner d'autres vocations, parce que cette vocation, donc, soit une vocation touristique, soit une vocation... Mais lui donner une vocation. Mais lui donner une vocation, parce qu'il faut qu'il soit un vecteur de développement. Donc, meddelo, hein, et huwa ymeddlek. Donc, il faut qu'il soit indépendant, donc avec une rente économique, donc sa propre rente économique. Donc le protéger de cette manière, donc c'est pour qu'il sera beaucoup plus un vecteur de développement de la ville. Très bien. Merci. En tout cas, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites et c'est bien parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et c'est pour ça que le mois du patrimoine est là pour bien sûr, nous inviter à venir redécouvrir notre histoire parce qu'on ne la connaît pas peut-être. On a l'impression de connaître, mais il faudrait... Voilà. Et connaître, c'est déjà protéger.
Exact. Et c'est valoriser. C'est valoriser. Connaître, c'est protéger et valoriser. Merci Madame Yamina Nasri. Je vous remercie parce que vous nous avez éclairé sur cette Médina de Constantine qui mérite amplement d'être valorisée, d'être préservée, mais comme on le disait, il faut la connaître. Voilà, on arrive au terme de ce Bonjour d'Algérie. À partir de Constantine, demain, vous retrouverez Imen Maharoukras à partir d'Oran. Ensuite, ça sera Nour Houda et puis Radi Aboul Mali qui vont prendre la succession. Voilà, c'est le programme de ce Bonjour d'Algérie. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve, Inch'Allah, si tout va bien, la semaine prochaine pour un autre Bonjour d'Algérie. Juste avant de terminer, je voudrais présenter nos sincères condoléances à notre confrère Zreida Abdelouhab qui a perdu son frère hier. Il est le responsable du chef de centre de montage. Et puis voilà, Rabbi Sabbar Inch'Allah, Rabbi Sabbar l'Aïla, Rabbi Yarham al-Marhoum. Voilà. Et puis je vais remercier Sarah Yekhlef et toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci de nous retrouver, Inch'Allah, mardi prochain.